Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Là, il y a plein de nouvelles. Il y a des gens qui disent des choses sur la guerre en Ukraine. Il y a des vidéos de torture qui sortent. Mais avant toute chose, il fait beau dehors, Mario. C'est la première nouvelle. Honnêtement, Très, très beau. En fait, ce que je comprends, c'est que demain, il va faire encore plus chaud au mercure, mais il va pleuvoir à boire debout. Là. Ouais, ça va être mais pas là, mal moins écoute, beau. Tantôt, je m'en venais. J'avais déjà ce matin pris mon espèce de petit manteau de printemps. Puis je me suis dit que entre TVA et ici, je me suis dit, non, je le porte pour rien. Là. J'ai été tout à fait correct en chemise. Il doit faire quoi, 15, 16? Je sais pas. Ouais, il faisait tout à l'heure là, un 16 degrés. J'étais allé courir en t-shirt. Soleil, pas trop de vent. C'est magnifique. Une journée de novembre. Si on ignore le fait que c'est potentiellement à cause que la planète brûle, que le climat se réchauffe et que nous sommes au bord de la catastrophe climatique, tout va bien. Hein? On va s'en réjouir pour l'instant. Mais il restera plus. Moi, ce qui me frappe, c'est que pour le Grand Montréal, il restera vraiment plus beaucoup de neige demain soir. Et c'est ce qui a été. S'il pleut, averse toute la journée demain avec un autre 15-16 degrés. Oui, parce que là, on s'enligne pour un cocktail, Mario. C'est là que le bas blesse. Hein? Du côté de l'Environnement Canada, on a émis un avertissement parce qu'aujourd'hui, il fait très beau. Demain, il va encore faire là, des 10 à 15 degrés Mais là, à Celsius. l'heure du souper, ça va plonger. Ça risque de chuter là, de manière dramatique. Le mercredi en soirée, on va parler d'une douzaine de degrés. Dès qu'on se lève jeudi matin, moins 14. Fait que ça risque là, de manière dramatique de chuter. Et là, la neige, tu le dis. Partout, il va avoir resté de l'eau. Ça va être devenu de la glace. Puis probablement qu'il va retomber une petite neige ou un verglas dans la transition. Là. Voilà, donc ça risque jeudi matin. Là, attention, si vous avez des déplacements, prévoyez-les d'avance. Parce que sincèrement, ça risque d'être une patinoire à grandeur du Québec. On parle quand même de 10 à 20 mm de pluie sur à peu près tout le Québec. Il y a des régions, là, jusqu'en Baie-des-Chaleurs, par exemple, en Gaspésie, on base Côte-Nord, 50 mm de pluie qui risque de tomber dans ces régions-là. Puis le vendredi pour le 1er mars, là, on rembarque pour au-dessus de zéro. Puis aussi loin que de la météo est prévu. Moi, j'ai vu jusqu'au 12 mars, là, c'est 8, 10, 12, 8, 6. C'est vraiment tout au-dessus de zéro. C'est comme si on n'ose pas le dire. On a presque... À part la journée de jeudi très froide, on a comme un peu l'impression que l'hiver est fini. Voilà, mais c'est comme ça pourrait toujours être aussi une fausse impression. Hein? Il pourrait oui, y avoir parce la que fameuse bordée de neige. Oui, la bordée de neige de la Saint-Patrick, puis celle des Sucres. On pourrait avoir 2-3 solides bordées de neige dans la deuxième moitié de mars. Restons calmes. Voilà, mais on pourrait quand même avoir un petit répit qui va faire du bien, puis bien évidemment, là, tout ça, selon les experts d'Environnement Canada, mais on a à la fois le cocktail, oui, des changements climatiques, c'est évident, mais quand même aussi, c'est une année El Niño. C'est une année El Niño, c'est ça. Ce qui fait qu'on peut avoir comme ça des petits moments, je veux dire, de répit de l'hiver. Aujourd'hui, en tout cas, ça va la peine d'en profiter. Ma pelle. Je trouve que j'ai pas assez utilisé ma pelle cette année. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui ça me déçoit un petit peu. T'as-tu acheté la Cadillac de toutes les pelles, la meilleure? J'ai acheté une maudite pelle. Une maudite? Une pelle. Voilà. Actualité. Bon, entrons dans les choses plus sérieuses parce qu'il y en a de l'actualité aujourd'hui et une décision qui va tomber dès jeudi va être excessivement suivie, pas juste au Québec, mais dans le reste du Canada au grand complet. C'est la Cour d'appel qui va trancher sur la constitutionnalité de la loi sur la laïcité de l'État, soit la loi 21 ici au Québec. Parce que oui, si c'est appliqué depuis un bon moment, puis peut-être que c'était sorti de l'esprit des gens, ben il y a quand même ce débat et ces délibérations qui se faisaient depuis un bon moment du côté de la Cour d'appel. Les audiences du dossier se sont terminées au mois de novembre 2022 et depuis ce temps-là, on est en délibéré du côté des 3 juges qui vont devoir prendre une décision. C'est un délibéré d'un an et quelque chose. Là. Ça veut dire que la décision, elle va être songée. Il ne pourra pas nous dire on l'a fait vite. Oui, on l'a fait sur le coin de la table. Exactement. C'est une décision, je pense, dont ils sont conscients de l'ampleur de la portée politique. Quoique, elle va être portée à la Cour suprême, mais je suppose qu'un juge de la Cour d'appel ou des juges de la Cour d'appel, parce qu'ils sont plus qu'un, tu dois quand même avoir une fierté de dire on va mettre notre affaire à 6. Parce que la fierté ultime, c'est que la Cour suprême repasse sur ta décision puis dise la Cour d'appel a eu raison. La Cour d'appel a eu un jugement bien fondé, solide. C'est comme... En fait, je te dirais même, peut-être même qu'un juge de la Cour d'appel se dit c'est ma chance un jour de me ramasser à la Cour suprême, là, de me faire dire que le jugement que j'ai rédigé ou auquel j'ai participé était impeccable du niveau de la Cour suprême. Puis la dernière chose que tu veux, c'est que la Cour suprême dise, là, passe la faucille là-dedans en disant c'est tout plein d'erreurs en droit puis des mauvaises interprétations. Fait que c'est pour ça qu'ils se sont forcés. Ceci dit, on s'entend que c'est tout un débat politique qui en découle. Oui, absolument, parce que tu l'as dit, ça va se ramasser en Cour suprême, c'est absolument certain. Là. D'un côté, le gouvernement de Justin Trudeau a déjà fait part de son intention, ça fait déjà un bon moment, de porter le jugement en Cour suprême.
et de participer. Souvenez-vous de la dernière campagne électorale. C'est un sujet qui était devenu quand même assez sensible. Justin Trudeau avait fini par avouer, ça ne tentait pas tant, mais avait fini par devoir s'expliquer, avouer que oui, le gouvernement fédéral va s'impliquer, ce qui veut dire que les avocats fédéraux payés, les équipes d'avocats payées par le ministère de la Justice du Canada vont sauter dans l'arène de lutte de la Cour suprême contre le Québec. Oui. C'est ça que ça veut dire pour essayer de faire invalider la loi 21 sur la laïcité. Et on peut parier que si le Québec perd, là, je vais le mettre en gros guillemets, si la loi 21 est invalidée en partie ou en totalité, mais que le gouvernement du Québec va porter la cause en Cour suprême aussi. Ça, Donc, c'est sûr. Par contre, ce qu'il faut toujours penser, c'est que le gouvernement du Québec a appliqué la clause dérogatoire, la clause non-obstant, ce qui veut dire qu'on est prêt à déroger. Donc, même si la Cour dit « votre loi, elle est en dérogation de la Charte des droits et libertés, elle ne serait pas permise par la Charte des droits et libertés », le Parlement du Québec a déjà voté de façon préventive la clause dérogatoire. Donc, la loi pourrait continuer de s'appliquer. Par contre, il y a certaines dispositions, c'est carrément contraire à la Constitution canadienne. Là, ça dépasse la Charte des droits et libertés. Donc, c'est pour ça que c'est super sensible. Rappel des faits pour les gens moins familiers, parce que là, c'est la Cour d'appel. Il y a déjà un jugement qui est sorti. Oui. Et dans le jugement, la loi avait été maintenue. Donc, on disait le Québec est dans son droit, avec la clause non-obstant. La loi avait été maintenue, sauf pour les commissions scolaires anglophones. Oui, et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en vertu, je pense, c'est l'article 3 de la Charte des droits et libertés sur les droits politiques. Le droit de se présenter aux élections, qui est un droit absolu. On avait dit, tu peux pas restreindre le port d'un signe religieux par un député. Là, s'il a le droit de se présenter, puis s'il est élu avec son signe religieux, vous allez devoir vivre avec. Donc ça, c'était les restrictions. Donc, en gros, ce qui est arrivé, c'est que les gens qui veulent faire abolir la loi sont allés en appel, parce qu'ils ont perdu. Mais le gouvernement du Québec est aussi allé en appel pour les 2 petits volets où il a perdu. Entre autres, je pense surtout les commissions scolaires anglophones. Donc, tout le monde est allé en appel sur les volets où il n'a pas gagné. Oui, puis ça risque, bien évidemment, de relancer toutes sortes de débats constitutionnels, Mario, après ça, autour de cette histoire-là. Non, ça va faire beaucoup de vagues jeudi. Jugement qui est très attendu. On dit que c'est 14h15 jeudi que ça va tomber. T'as parlé de... Ça va faire du remous au Québec et au Canada anglais, ce qui est vrai. Mais je me suis toujours quand même demandé, dans le reste du Canada, là, c'est sûr qu'ils s'appellent ça la loi 21 sur la laïcité du Québec, les gens, avant même de savoir ce qu'il y a dedans, ils disent « C'est écœurant le Québec, pas de bon sens. Voilà. » ça. Mais, mettons que tu pouvais asseoir devant leur écran d'ordi, là, dans un sondage en ligne, des gens de tout le Canada, mais oubliez ça, le Québec. Oubliez qu'il y en a eu une au Québec, oubliez que ça s'appelait loi 21. Juste le contenu. C'est-à-dire la laïcité, pas de signe religieux pour les enseignants. Juste le contenu, sans parler d'où ça vient. Moi, je pense qu'on serait surpris qu'il y aurait un appui aussi fort qu'au Québec. Peut-être pas, mais peut-être pas loin. Je pense qu'on serait surpris qu'il y aurait, ailleurs dans le Canada aussi, beaucoup de gens qui diraient, ça a bien du bon sens, ça. Ben là, ça a du bon sens si c'est pas des racistes de Québécois, Mario. C'est ça, mais là, une fois que tu le lances comme ça, la loi 21 de Legault puis du Québec, là, il n'y a plus de débat. Ils savent même pas ce qu'il y a dedans puis son compte. Là. Tout savoir en 24 minutes. On a eu droit, même si les frappes policières ont été débalancées, déstabilisées, le gang de Pic Turmel, cet homme qui terrorise la région de Québec et particulièrement les Hells Angels, les actes de terreur qu'ils ont commis, là, on se souviendra des vidéos où on voit un homme se faire tabasser, par exemple, là, à la pointe d'une arme à feu. On a vu une vidéo où quelqu'un se fait même couper une oreille. On a vu un enlèvement suivi. On a vu, pour le commun des mortels, ils ont été caviardés. Là. On a certains de nos collègues journalistes qui ont vu les originaux. Oui. Mais moi, je les ai pas vus. Puis pour la plupart du public, si vous les avez vus en ligne, ils sont caviardés. Et là, il y en a une autre. Il y en a une autre offre, là. Oui, une autre offre qui vient de sortir. On se comprend qui a été filmée il y a déjà quelques semaines de ça, mais qui donne absolument froid dans le dos. Encore une fois, inspiré des cartels de la drogue mexicains, des actes de torture, d'intimidation, d'humiliation. Celui-là est particulièrement barbare. Et là, je vous avertis, les propos pourraient vous choquer. On parle de quelqu'un, un proche des Hells Angels, qui est assis, ligoté dans une chaise. On lui tient la cheville, il est nu-pied. Et là, on prend un chalumeau, puis on lui brûle la plante des pieds. Mario, je m'excuse d'avance, mais on va écouter, juste écouter ce que ça donne dans cette vidéo-là. Ça donne une bonne idée. C'est quoi la partie de la vidéo que tu l'as vu? Ça peut plus, hein? Bon,
On se comprend que ça se passe même d'images ou de mots autour de tout ça. Là. Un acte absolument barbare puis qui vient, encore une fois, justifier, là, si on veut, toutes les frappes. Couper des membres, brûler le dessous des pieds, on est dans la torture au sens le plus pur du terme. Ce qu'on nous dit jamais, on l'imagine, mais qu'est-ce qu'on veut leur faire dire? Là? Est-ce qu'on veut les faire changer de clan? Est-ce qu'on veut les faire trahir les Hells? Est-ce qu'on veut leur faire donner certains secrets des Hells sur qui finance quoi, d'où vient la drogue? Est-ce qu'on veut leur faire changer des approvisionnements des gens qui sont qui transportent de la drogue, leur dire, tu vas nous la vendre à nous plutôt qu'à eux? Je sais pas qu'est-ce qu'on veut obtenir de ces gens-là comme information ou comme changement de comportement. Parce que la torture, elle a toujours un but, à moins que c'est juste pour s'amuser, pour terroriser, puis faire des images pour envoyer aux Hells pour les faire capoter. Ouais. Mais généralement, quand tu fais de la torture, c'est que tu veux obtenir quelque chose en retour. C'est jamais clair exactement qu'est-ce qui est en jeu dans ces cas-ci. Moi, les premières vidéos, on faisait parler, puis dire c'est de la faute à Banane, on blâmait directement des gens. On dirait que c'était comme pour faire passer un message. Dire quelque chose, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais en tout cas, ça vient encore une fois aussi expliquer le fait que pas vraiment des Hells Angels qui ont été arrêtés dans toutes les frappes policières, mais c'est surtout des membres du Blood Family Mafia qui ont été arrêtés parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, les actes qu'on leur reproche, c'est des bandits qui ont commis des actes criminels sur d'autres bandits. Ouais, mais il y en a eu un autre aujourd'hui, un 22e à Québec, oui, là, c'est ça. Absolument, qui vient de tomber. Donc, on n'a pas fini de travailler du côté des policiers. Tout savoir en 24 minutes. Ça a fait le tour du monde, les propos d'Emmanuel Macron qui tenait une conférence là, en soutien à l'Ukraine et qui s'est mis à évoquer, peut-être dit à voix haute ce que certains pensaient tout bas, mais de le dire quand tu es un chef d'État, c'est déjà quelque chose d'énorme. A parlé pour la première fois, évoqué que des troupes au sol éventuellement pourraient être déployées par les membres de l'OTAN en sol ukrainien, là, ce qui évidemment serait une escalade là, notoire du conflit. Et déjà, là, du côté d'à peu près tous les alliés de l'OTAN aujourd'hui, on a dû réagir. Puis le son de cloche qui est pareil partout, Mario. Pas question d'envoyer des soldats au sol en Ukraine. Mais je comprends que comme exemple, c'était le cas de Justin Trudeau puis de son ministre de la Défense, M. Blair, je comprends que quand ils sont interrogés, ils n'ont pas le choix de dire ça. En même temps, Emmanuel Macron n'a pas dit on les envoie demain matin. Non. Mais il a dit... Dans l'état actuel des choses, puis moi je l'ai compris comme ça son message, puis je l'ai pas détesté sincèrement. Il a dit on ne peut pas imaginer que Poutine gagne. Il ne doit pas gagner cette guerre. Et donc il a dit on peut rien exclure. Si dans des cas extrêmes, on peut rien exclure. Moi je le vois comme un message en deux temps. Un, c'est dans l'immédiat, il faut que tout le monde se réveille, il faut qu'on envoie plus de munitions, plus d'armes en Ukraine, parce que là présentement ils perdent du terrain. Pas vite, mais ils perdent du terrain. Un. Deux, je pense qu'il fait quand même réfléchir au monde. Préparez-vous sur la suite. Là. Si jamais Poutine réussissait à traverser ce premier front là, où la résistance ukrainienne, ça pourrait avancer vite après. On sait c'est quoi la guerre. Une fois que tu traverses un front, tu sais, eux autres, ils ont mis le front le plus ferme possible. Mais une fois que tu le traverses, là, tu peux avancer beaucoup plus vite après. Préparez-vous pour la suite. Et donc, moi, je pense que c'est un message qu'il y avait à ce moment-ci, là, à 2 ans de la guerre, qui avait sa place en comprenant la conséquence. Parce que, je veux dire, envoyer des troupes au sol, ça veut dire, rendu là, t'es en guerre contre la Russie. Là. L'Europe est en guerre contre la Russie, ou l'OTAN est en guerre contre la Russie. C'est pas loin d'une 3e guerre mondiale. Oui, absolument. Puis il y a déjà, faut comprendre, il y a déjà des soldats qui sont déployés en Europe, là, de la part de l'OTAN. Il y a beaucoup de militaires américains, il y a des militaires canadiens aussi qui sont dans les pays limitrophes, Pologne, Lituanie et autres, qui sont déjà là pour entraîner les troupes ukrainiennes, pour donner du conseil, du soutien logistique, faire une présence de l'OTAN. Mais ils sont pas au combat. C'est une grosse différence. C'est une grosse différence et quand même, comme tu l'as dit, moi non plus, j'ai pas détesté la formulation d'Emmanuel Macron qui a fait aussi référence au fait qu'avant, là, au début du conflit, on disait jamais des tanks, jamais des avions, jamais des missiles à longue portée il y a 2 ans. Il a raison. Puis on fait tout ça maintenant. Donc, le conflit pourrait là, continuer de s'accélérer dans une certaine mesure et ça a fait réfléchir là, vraiment là, partout autour du globe du côté d'Emmanuel Macron. C'est certain que c'est une perspective qui est effrayante, mais à laquelle il faut continuer de penser, Mario. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Le lendemain de la défaite électorale dans Jean Talon, pour M. Legault, on l'avait annoncé, on allait consulter la population de Québec pour savoir si on devait, oui ou non, ressusciter le 3e lien, le sortir de sa tombe et ramener le projet avec ou sans études. Ça reste à voir, mais c'est aujourd'hui, puis dans le silence ou presque, qu'on a déployé finalement cette dite consultation, Mario. Mettons, hier soir, on le savait pas. Là. Ça n'a pas été annoncé en grande pompe, une consultation qui va commencer le 27 février.
Ce matin, nous autres, dans la salle de nouvelles à TVA, parce que la rumeur a commencé à circuler. Il y aurait un site Internet, consultation, puis quelques minutes après, le communiqué est rentré, puis la consultation est en ligne. Oui, tout simplement. Parce qu'il y a une plateforme de consultation en ligne qui existe là, déjà sur le site Internet du gouvernement du Québec. Ceux qui n'ont jamais utilisé cette méthode-là ou ce service-là le savent peut-être pas. Ça s'appelle Consultation Québec, tout simplement. Voilà, puis c'est des consultations. Là, vous pouvez donner votre opinion, votre avis sur toutes sortes de projets de société. Et là, il y en a un qui est là. C'est la section qui est dédiée aux enjeux de mobilité dans la région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Et là, c'est en ligne depuis 4h30. Ce matin, il y a un petit bug, on dit vers midi. Finalement, c'est de nouveau accessible. Et là, ça comprend une vingtaine de questions, tout ça. Ça commence assez simple. Là. C'est vous travaillez où, vous vous situez où, votre âge, votre genre. Et là... Mais en fait, c'est pas le nombre de questions n'est pas le même si vous êtes dans la région de Québec ou à l'extérieur. Si vous êtes quelqu'un qui habite complètement ailleurs, là, à Montréal, c'est assez bref le questionnaire, c'est assez limité. Là. Oui, mais ça existe aussi. Ça existe aussi. Mais pour les gens de la région de Québec, là, tu rentres dans un questionnaire plus musclé là, sur tes habitudes, le transport en commun ou pas, la route ou pas, qu'est-ce que tu fais, combien de fois tu y vas pour le travail, pour les loisirs. C'est pour les gens de Québec, là, c'est plus... Puis après ça, tes opinions. Là. Qu'est-ce que tu utilises comme transport? Qu'est-ce que tu utiliserais si on avait plus des transports en commun, une voie de plus? Donc, c'est toutes les questions précises sur... Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que là, c'est jusqu'au 22 mars. Les gens jusqu'au 22 mars pour répondre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, le 22 mars en soirée? Mais il y a des collègues journalistes qui ont trouvé quand même une faille. Là. Si tu te crées plusieurs adresses courriels ou si tu as comme 3-4 adresses courriels, tu pourrais aller passer le questionnaire 3-4 fois aussi. Il va falloir faire attention aux résultats qui vont sortir de tout ça. Mais quand même, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qui va sortir comme résultat? Puis comment va réagir la CAQ? Mais c'est des grosses questions, Mario, puis c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas voulu faire beaucoup de bruit au sujet de ces consultations-là. Mais c'est un sondage. Ce matin, le maire de Lévis, qui est quand même un gros promoteur là, du troisième lien, me disait que pour lui, c'est de la grosse perte de temps. Là. On sait ce que les gens veulent. Il y a eu multiples sondages qui disent que les 2/3 des gens de la région de Québec veulent un lien de plus entre Québec et Lévis. Le gouvernement devrait être au travail, puis finalement, on consulte encore 6 ans plus tard. Donc, il était pas très... Il a fini par me dire qu'il allait quand même le remplir. Finalement, tout le monde à qui j'ai parlé aujourd'hui en entrevue, tout le monde finit par dire « Ouais, on va y aller, on va le faire. » On prend notre temps, mais on va le faire. On va faire notre devoir de citoyen, on va aller le remplir, mais j'ai pas encore entendu quelqu'un qui a dit « Wow, là, on avance. » Économie. C'est une nouvelle qui a été sortie par le journal Le Devoir ce matin, puis qui a eu quand même beaucoup d'écho dans le milieu culturel au Québec. Le festival Juste pour rire, du moins Juste pour rire, l'entité elle-même, aurait d'importants problèmes financiers. Là. Il y avait déjà eu des licenciements qui avaient été faits juste avant Noël. Tout de suite au retour des fêtes, c'était Charles Descaries, qui était le président directeur général du groupe Juste pour rire, qui avait quitté son poste. C'est lui qui avait repris les rênes en 2019 après le départ, on se souviendra, dans la disgrâce du fondateur Gilbert Rozon, qui était visé par toutes sortes d'allégations de nature sexuelle. Et là, on apprend que par la suite là, du départ de Gilbert Rozon, c'est beaucoup de problèmes qui ont été générés là, dans le groupe Juste pour rire, là, qui gère... Mais je pense qu'il y a des humoristes qui voulaient plus collaborer avec le... Tu regardes ça, en 2019, c'est le départ de Rozon. 2020-21, t'es dans la pandémie. Tout ce qui est spectacle en salle puis tout ça, ça a été vraiment... Tout le monde a perdu de l'argent, tout le monde a eu de la misère. En plus, eux... Je comprends qu'il y a des gens à l'époque de Rozon, des humoristes qui ont préféré se dissocier. Des commanditaires aussi. Des commanditaires aussi, oui, j'aurais dû le dire. Donc, quand tu mets tout ça bout à bout, peut-on s'étonner qu'on nous arrive et qu'on dise que quand ils regardent leurs finances, là, ils font le bilan 2023, c'est pas tout beau. Là. Ben oui, puis déjà l'an dernier, on avait annoncé la fin des galas Juste pour rire aussi. Là. Ça avait choqué beaucoup de gens. C'est une formule qui existait depuis des années, qui avait fait la renommée également de l'événement. Et on va voir qu'est-ce qui va suivre par la suite parce qu'il n'est pas exclu pour l'instant qu'il y ait d'autres mises à pied, d'autres coupures importantes qui soient annoncées dans le groupe Juste pour rire. Donc, ça a secoué quand même les colonnes du temple là, culturel au Québec. C'est un nom, et surtout dans tous les festivals, l'été, c'est quand même un nom qui a fait... c'est toute une époque. Tu sais, t'avais le jazz, t'avais Juste pour rire. C'était comme les gros événements de l'été là, qui se succédaient en rafale là, d'une fin de semaine à l'autre. C'était une grosse fin de semaine, c'est certain. Le Monde.
On a des nouvelles de ce qui se passe du côté de Kansas City, du Missouri, parce qu'il y a eu une fusillade, on s'en souviendra, pendant la parade des Chiefs de Kansas City qui ont gagné le dernier Super Bowl. Dans la fusillade, on parle d'une vingtaine de personnes qui ont été blessées, une femme qui a perdu la vie également. Et là, se dessine le procès des 2 personnes qui sont à l'origine de la fusillade. Lyndell Mays, un homme de 23 ans, et Dominic Miller, lui, de 18 ans, qui se sont échangés des coups de feu. Et là, le problème, c'est que maintenant que les juristes se penchent là-dessus puis que les avocats de la défense se saisissent du dossier, bien, on comprend qu'il y a une loi aux États-Unis qui est en vigueur dans plusieurs États, dont le Missouri, qui pourrait venir exonérer les gens qui se sont tirés dessus, Mario. C'est-à-dire? C'est la loi Stand Your Ground. Tu sais, cette fameuse loi aux États-Unis, dans certains États, c'est, si tu te sens menacé sur ton terrain, que tu crains pour ta vie, tu peux tirer en premier puis plaider la légitime défense. Mais dans des États comme le Missouri, on peut dans n'importe quel lieu. Si vous vous sentez en danger pour votre vie, vous pouvez ouvrir le feu. Et donc, si tu sais pas lequel des 2 types a tiré le premier, les 2 peuvent dire moi, je me sentais menacé par l'autre qui tirait, c'est ça? Exactement. Puis là, on essaye de comprendre c'est qui aurait ouvert le feu en premier ou qui aurait pointé son arme. Si c'est pas clair, on a tout doute raisonnable. Ça peut devenir difficile. Puis là, c'est là que le fardeau de la preuve peut sembler un peu insensé à la vue de notre loi, notre droit actuel. On parle des procureurs qui vont devoir, eux, avoir le fardeau de la preuve de démontrer en dehors de tout doute raisonnable que la fusillade a éclaté sans aucun motif de légitime défense. C'est pas à eux de prouver qu'il y avait légitime défense, c'est aux procureurs d'aller prouver qu'il n'y avait pas de légitime défense dans ce cas-ci. Mais il n'y a pas une notion de, je sais pas, mais quand tu tires du fusil dans une parade, là, il n'y a pas une notion de troubler l'ordre public, de mettre en danger la... Parce que je veux dire, là, tu tires sur quelqu'un, mais c'est plein de monde autour, là, de mettre en danger la vie des autres, des enfants, non. Je vais te citer un avocat qui décrivait un peu cette loi-là aux États-Unis. Les dommages collatéraux en vertu de la loi du Missouri sont justifiables si vous étiez confronté à un cas de légitime défense et que d'autres personnes ont été blessées. Donc, si tu te sens menacé, quelqu'un te regarde de travers, ouvre le feu avec une mitraillette dans la foule, il n'y a pas de problème. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire, Mario. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ce procès-là va donner quoi, parce qu'il y a un autre cas en même temps à Kansas City qui est très médiatisé, où il y a un autre thème de légitime défense en milieu urbain avec une fusillade. C'est fou d'y penser, mais il y a des lois qui existent, qui sont en place aux États-Unis pour tout ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.